enregistrer chez moi. Voilà, normalement, l'enregistrement est parti. On va pouvoir démarrer. Ce que je vous propose, c'est de faire en trois temps. Vous me dites si vous ne m'entendez pas très bien, ou si c'est haché, ou s'il y a un problème technique, que pour l'instant, ça va. Non. Ouais, non, ça va. Parfait. Donc, je vais commencer par une présentation assez rapide. Ensuite, je vous montrerai la plateforme Magister sur laquelle les échanges se dérouleront. Et puis après, je vous proposerai de faire un échange de questions-réponses. Il y a des choses qui vont rester un petit peu confuses. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran et vous allez. Donc, je vais vous faire une présentation assez rapide. Là, normalement, vous devez voir un diaporama. Enfin, vous devez voir la première page du diaporama. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Bon. L'inconvénient, c'est que je ne vous vois plus à ce moment-là. Donc, si vous voulez m'interrompre, vous utilisez la voix à ce moment-là, pendant le diaporama, parce que sinon, moi, j'ai plus les vignettes parce que je vous ai partagé mon écran. Donc, il y a plein de macarons là. Celui de l'AEFE, évidemment. Celui de la zone. À droite, là, vous avez deux blasons. Celui d'IREM de Montpellier. Alors pourquoi? C'est parce que le dispositif de résolution collaborative de problèmes, il a été inventé, il a été mis au point à l'IREM de Montpellier. L'IREM, c'est l'Institut de recherche sur l'enseignement des maths. Il y a autant d'IREM en France qu'il y a d'académies. C'est des structures qui regroupent des universitaires et des enseignants du secondaire. C'est des structures hébergées par les universités. Voilà. Et il n'y a pas de conditions d'accès. C'est souvent des gens qui veulent parce qu'ils sont intéressés par les travaux de certains groupes des IREM. Et rentrer dans des IREM, c'est extrêmement facile. Il suffit juste d'avoir de la bonne volonté. Et la plupart du temps, ces gens-là, maintenant, sont plutôt des bénévoles, avec une rémunération qui n'est soit rien, soit pas beaucoup. Voilà, il y a eu des années assez dorées où l'engagement dans les IREM était rétribué ou alors même compensé par des heures de décharge. Ça n'existe plus depuis une vingtaine d'années. Ce que vous voyez au centre, là, vous avez l'emblème de l'Université nationale de Colombie, parce que dans le dispositif, il y a un chercheur en mathématiques qui est engagé, c'est un enseignant-chercheur, et pour cette année ici, le dispositif est implanté ici, j'ai demandé à un collègue de l'Université nationale qui s'appelle Alexis Irlande, et donc il n'est pas là ce soir, parce que c'est le congé en ce moment, mais qui sera d'attaque ici. Voilà, je vais repréciser son rôle un peu tout à l'heure. Donc, au départ, dans le travail collaboratif, essayer d'augmenter le nombre de personnes qui faisaient faire de la résolution de problèmes en classe, accentuer l'autonomie des élèves et puis la prise d'initiative. On connaît des objectifs qui étaient très très centrés dans le socle de 2000. Mais en réalité, le dispositif il est bien plus vieux que ça. Il date de la fin des années 90, début des années 2000. C'est comme ça que ça a commencé. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Et il y a une toile de fond qui est les travaux de Arsac et Mantes qui ont fait des bouquins sur la résolution de problèmes et le travail en groupe avec le débat mathématique qui sont vraiment très très importants pour les gens qui ont mis au point ce dispositif. Alors, les personnes qui ont mis ce dispositif au point, ce sont les mêmes personnes que celles qui ont inventé les narrations de recherche. À peu près les mêmes personnes, en tout cas. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait le groupe Géométrie de l'IREM de Montpellier. À l'époque, il y avait des professeurs qui faisaient des choses un petit peu en marge, un petit peu originales dans leur coin, et puis elles se retrouvaient isolées. Donc, l'idée du dernier truc, là, c'est créer une communauté d'enseignants. Ça, c'était les objectifs de départ, mais ça peut être encore d'actualité. Le troisième objectif qui est là, c'est quelque chose que j'ai rajouté, qui n'était pas à l'origine dans les objectifs, mais ce dispositif-là, il m'a semblé très très intéressant
justement parce qu'il permet de travailler toutes les compétences mathématiques. Et en particulier, une compétence qui est vraiment complexe, qui est vraiment délicate, c'est celle de la modélisation. Tous les problèmes de résolution collaborative, qui sont des problèmes originaux, sont créés pour faire travailler la compétence de modélisation. Donc là, vous allez voir que c'est inclus dans le dispositif cette réflexion sur, pour faire simple, la relation entre le réel, entre guillemets, et les mathématiques. Voilà, ça c'est un schéma qui représente un petit peu le dispositif et la communauté de pratique. Et vous voyez que les professeurs, ils ont ici un rôle qui est extrêmement central. Alors, ce qu'on appelle les tuteurs, en fait, c'est le groupe IREM de Montpellier qu'il faudrait mettre ici, mais comme évidemment, là, c'est moi qui les remplace, c'est marqué tuteur, en fait, c'est les gens qui encadrent le dispositif. Mais les professeurs ont un rôle central à plein de types, parce que c'est eux qui sont en contact des élèves, c'est eux qui vont leur expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'ils vont devoir faire, et puis c'est eux qui assurent les échanges entre les classes, échanges qui se passent par l'intermédiaire d'une plateforme. Voilà. Donc, les élèves sont au centre du dispositif, mais la clé de la réussite du dispositif, c'est techniquement la plateforme et humainement les professeurs. C'est le dispositif fragile parce que le désengagement d'un professeur met un petit peu en danger les échanges et puis le travail d'un groupe. Alors, je vais repréciser le calendrier de la recherche. Ça se fait en 5 séances, souvent des séances d'1 heure, et réparties sur 4 semaines. À l'origine, c'était 5 semaines, et là, j'ai été obligé, avec le calendrier commun, le peu de calendrier commun qu'on a sur la zone, j'ai été obligé de réduire à 4 semaines. Donc, 5 séances avec une première séance où les élèves vont découvrir le problème. Il est très, très préférable que les élèves aient pris connaissance des sujets, mais des modalités de travail pour leur expliquer avant comment ça va se passer. Ça permet d'économiser du temps sur la première séance. L'objectif de la séance, c'est que les élèves vont voir le sujet, vont constater qu'il n'y a pas forcément de mathématiques a priori de tout, et donc ils vont se poser des questions sur quelles mathématiques on pourrait éventuellement utiliser. Et puis, comme vous avez vu le sujet, vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues, qui ne sont pas précisées. Par exemple, combien il y a de clous, qu'est-ce que c'est qu'un support rond, c'est quoi comme support. Et donc, les élèves vont être amenés à se poser plein de questions qui sont soit des questions mathématiques, soit des questions qui ne sont pas mathématiques. Par exemple, est-ce que le support il est en liège, est-ce qu'il est en bois, est-ce qu'il est en métal. Et puis des questions mathématiques, c'est un rond, c'est quoi? Est-ce que c'est un cercle, un disque? Est-ce que c'est une sphère, une demi-sphère, ou encore autre chose? Donc le sujet n'est absolument pas balisé, et comme il n'est pas balisé, les élèves sont amenés à se poser des questions, et l'intérêt que les classes soient en groupe de 3 classes permet que les classes puissent s'échanger des questions. Donc, l'objectif de cette première séance, c'est que les élèves constatent qu'il leur manque des choses, qu'il y a des choses à mathématiser et qu'il faut faire des choix. Cette notion de faire des maths, c'est commencer par faire des choix pour mathématiser la réalité, elle est très importante. Donc, les élèves doivent faire des choix et donc, ils vont être amenés à se poser des questions aux autres. Et en fin de première séance, on rédige des questions, on en sélectionne, pas plus. C'est vraiment un maximum qu'on envoie aux autres classes du groupe. Alors, les envois se font par l'intermédiaire de la plateforme Magistère pour la session qu'on fait cette année. Au début de la deuxième séance, les élèves d'un groupe de 3 classes reçoivent la liste des questions des 2 classes. Souvent, si les 2 autres classes ont envoyé 10 questions, vous allez avoir entre 5 et 8 questions qui vont être communes. Parce que les élèves vont se poser à peu près les mêmes questions. Le problème, il est aussi peu balisé pour les uns que pour les autres. Et puis, de manière naturelle, il y a des questions que tout le monde se pose avec ce genre de problème-là. Donc, on reçoit des réponses, des questions. Et puis là, il faut se dire, oui, mais si on veut avancer, il faut absolument qu'on fasse des choix et qu'on réponde à ces questions-là. Parce que si on n'y répond pas, si on ne prend pas l'initiative de répondre, on ne pourra pas avancer dans la recherche.
Donc, cette deuxième étape, elle est vraiment importante parce que les élèves vont commencer à faire des choix. Et dans ce problème-là, c'est pas un problème nouveau. Hein. Il a déjà été testé en résolution collaborative de problèmes en 2009-2010, 2 fois, une fois avec 35 classes, et une fois avec 40 classes, quelque chose comme ça. Et donc, on connaît très bien les réactions des classes, quel que soit le niveau. D'ailleurs, quel que soit le niveau, ça ne change pas beaucoup. Ce qui varie avec le niveau, c'est plutôt la rapidité avec laquelle la mathématisation est faite. C'est pas trop les questions. Les questions sont assez standardisées. Donc, les élèves font des choix et répondent aux questions de leurs camarades. Les réponses sont envoyées et c'est là que le chercheur entre en jeu. Le chercheur Alexis Irland, donc, lui, il va avoir observé les échanges de questions et de réponses. Et selon la nature des choix qui auront été faits, il va rédiger un texte qu'on appelle un texte de relance qui permet de recadrer le problème de manière complètement non ambiguë. Par exemple, certains élèves pourraient décider que de toute façon, il n'y a que 3 couleurs primaires et qu'on va travailler avec ces couleurs primaires. Mais une très très large majorité d'élèves ou de classes vont affirmer qu'il y a autant de couleurs qui existent qu'on veut. Il y a une infinité de couleurs. Donc entre les deux, il faut trancher. Et le texte de relance, il est toujours écrit, rédigé, en prenant en compte la voix majoritaire. C'est-à-dire, il y a des choix qui ont été faits, on prend ces choix-là en compte. Alors, on ne peut pas prendre tous les choix, il faut se mettre d'accord, et on se met d'accord sur la réponse la plus unanimement partagée. Ce qui veut dire que au départ, on ne sait pas exactement vers quel problème mathématique on va. Dans le problème de l'artiste, il y a plusieurs problèmes mathématiques possibles, même s'ils sont proches les uns des autres, on ne sait pas à l'avance vers quoi on s'échoue. Ça, on le saura au bout de 2 séances. Donc, à la fin de la deuxième semaine, aux alentours du 1er février, donc, ce sera certainement le samedi 2 février, une relance écrite sera déposée sur la plateforme et sera à diffuser aux élèves. En même temps, Alexis fera une vidéo dans laquelle il explique les choix qui ont été faits et il expliquera aussi, il se présentera et il expliquera pourquoi les choix ont été faits. Voilà, ça permet de mettre un visage sur un nom et puis d'humaniser quelque part le chercheur. La présence du chercheur, c'est quelque chose de très important souvent pour les élèves parce qu'ils se rendent compte qu'on est dans une pratique un petit peu extraordinaire, dans le sens où ils ne sont plus que avec leur prof de maths, mais ils sont avec quelqu'un d'autre qui est un enseignant-chercheur et qui lit leur travail. C'est un élément de motivation très très fort. À la suite de la relance, le problème il est complètement cadré d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire que les éléments de mathématisation qui pouvaient rester pas très évidents, un peu subjectifs, un petit peu ambigus, ils ont été complètement cadrés par la relance. Et là, on attaque une recherche dans les mathématiques. Les 2 premières séances servent à mathématiser le problème, parfois à commencer la recherche d'un problème mathématique. Les 2 séances suivantes ne sont consacrées qu'à la recherche du problème mathématique. Alors, ça implique que, du coup, comme le problème mathématisé est dense, en 2 heures, on ne fait pas le tour du problème. On n'a jamais vu de classe faire le tour du problème. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Et trouver de solutions générales, c'est vraiment très, très ambitieux. On essaye de dégager un maximum de temps et que ces 2 séances servent exclusivement au travail des élèves. Pendant les 2 premières séances, vous avez une mise en commun en fin de séance, il y a une rédaction, une synthèse, tout ça, ça prend du temps, il faut débattre. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Les 3e et 4e séances, c'est du travail mathématique, de recherche mathématique uniquement, travail en groupe d'élèves, et on demande à ce que ce soit le professeur qui fasse la synthèse des travaux de sa classe, pour pouvoir éviter d'avoir un débat en classe qui serait un débat de mise en commun sur les 2 heures de recherche, parce que c'est du temps qu'on prendrait sur la recherche mathématique.
déjà que le dispositif prend 5 heures, il faudrait soit rajouter du temps supplémentaire, soit réduire la recherche mathématique, ce serait dommage. Donc là, il y a un vrai travail de la part du professeur qui est un petit peu inhabituel dans ce qu'on fait habituellement en classe. Voilà, les travaux des classes sont déposés sur la plateforme, mise à disposition des autres classes du groupe. Et en option, on peut demander aux élèves de réaliser une synthèse individuelle, donc sous la forme d'une narration de recherche, c'est-à-dire l'élève raconte ce qu'il a fait, raconte son ressenti, raconte ce qu'il en a retenu, et éventuellement, on peut demander aux élèves d'approfondir un point particulier, soit un point, soit l'état des recherches actuelles et il a envie de prolonger, ou alors il y a un choix qui a été fait qui ne lui convient pas, il aurait préféré faire un autre choix, il est libre de partir sur cette autre direction. Ou encore, comme c'est pas mal de travaux de groupe, il y a des élèves qui sont pas du tout leaders dans des groupes, qui n'arrivent pas à faire passer leurs idées, et parfois ils sont un peu déçus que leurs idées soient pas passées. À ce moment-là, l'élève, c'est un moment où il peut parler de ses idées à lui et les approfondir. Donc la synthèse individuelle, elle est rédigée par les élèves et rendue au professeur. Et dans la 5e séance, c'est la clôture de la recherche, c'est-à-dire que là, on va s'arrêter. Les élèves ont travaillé pendant 4 séances auparavant. Ils ont travaillé en dehors de la classe, à qui on aura donné la synthèse individuelle. Donc, le professeur arrive dans la classe, dans la salle, avec ses élèves. Il va faire un bilan des synthèses individuelles, en expliquant et peut-être même en demandant à certains élèves, en les sollicitant, pour qu'ils expliquent certains points qu'ils ont approfondis. Ces synthèses-là, elles vont être enrichies par les synthèses de classe qui ont été envoyées par les 2 autres classes du groupe. Et puis, il y aura une clôture de la recherche. C'est important de dire, au bout d'un moment, vous avez cherché longtemps sur ce problème-là, et maintenant, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on n'a plus assez de temps à consacrer à la recherche de ce problème, même s'il est intéressant, et que faire des maths, c'est ça aussi. En réalité, dans ce dispositif, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'activité d'un chercheur. Le chercheur, ça travaille tout seul. Il y a des moments en début de séance où les élèves vont chercher un petit peu tout seul. Ça travaille à plusieurs dans un laboratoire. Et puis, ça travaille à l'international avec des relations entre laboratoires, des séminaires et des échanges. Donc, en fait, ce dispositif est un petit peu calqué là-dessus. Donc, c'est comme en mathématiques, comme dans la recherche en mathématiques, c'est pas parce qu'on cherche un problème qu'on trouve. Sinon, les chercheurs en maths, on les appellerait des découvreurs ou des trouveurs, on les appelle des chercheurs. Donc, on cherche, et au bout d'un moment, on a dégagé des résultats. Peut-être qu'ils ne sont pas solution complète au problème, peut-être qu'on n'a qu'une solution partielle, mais on décide de s'arrêter. Là, on s'arrête un peu par manque de temps. Voilà, je termine avec quelques idées à retenir. La gestion de travail en groupe, la plupart du temps, quand on veut faire travailler des élèves en groupe sur un problème, on commence par une petite phase d'appropriation conceptuelle. Là c'est très bien de le faire dans la première séance. Ça permet une bonne dévolution du problème, pour les élèves s'approprient bien le problème. Le dispositif est vraiment en 2 temps. Les 2 premières séances sont sur un travail de mathématisation, passer de cette situation plus ou moins réaliste à un problème mathématique. Et les 2 séances suivantes, c'est vraiment la recherche mathématique du problème lui-même. La posture du professeur et la posture des élèves sont modifiées par rapport à un cours standard. Alors, tout dépend évidemment des pratiques de chacun. Certains qui font travailler leurs élèves en groupe très souvent, les postures sont peu modifiées. Pour d'autres qui font peu de travaux de recherche en classe, en groupe, il doit y avoir des modifications. Donc, le professeur, il est en retrait tout le temps. C'est-à-dire qu'il va vraiment donner des consignes aux élèves, il va s'efforcer que les élèves les suivent, mais il ne donne aucune réponse vis-à-vis de problème. C'est pour ça que le problème, on ne diffuse aucune solution. Le problème, mathématiquement, même pour un enseignant qui a fait des maths, n'est pas forcément un problème évident du tout.
c'est une vraie volonté que de ne pas divulguer de solutions ou d'éléments de solution. Là où le professeur va vraiment intervenir d'un coup, c'est au moment où on est dans la dernière séance, où il faut faire une synthèse et présenter une synthèse des travaux de la classe et faire un bilan des mathématiques travaillées. Parce que c'est à ce moment-là que le professeur, le professeur va revenir sur les erreurs qui auraient pu être commises. Au cours des échanges, le professeur ne doit pas censurer les idées qui viennent aux élèves. Si des idées sont fausses, ça n'a pas d'importance, on a le droit d'échanger, on a le droit d'avoir des idées fausses, on a le droit de se tromper. Et je dirais même qu'au contraire, c'est très intéressant parce que justement, ça permet aux classes qui perçoivent des erreurs qui auraient été envoyées d'argumenter, de développer des arguments en étant au même niveau que les élèves. Et les élèves, de leur côté, ils doivent être actifs, acteurs. C'est un dispositif qui fonctionne bien, qui mobilise bien les élèves, qui les motive souvent. Évidemment, on n'aura pas forcément l'adhésion de 100% des élèves. C'est pas parce qu'on propose quelque chose d'original que tout d'un coup, tous les élèves vont être conquis. Mais il y a des élèves que ce genre de dispositif peut vraiment motiver particulièrement beaucoup plus que des travaux standards. Voilà, le dispositif est fragile dans le sens où les classes sont réunies par groupe de 3 et si un professeur démissionne de la résolution collaborative, le groupe se réduit à 2 classes. Alors un binôme de classe, ça fonctionne, c'est pas grave, mais dans le cas où on pense qu'on va avoir du mal à suivre pour des raisons X ou Y, il ne faut surtout pas hésiter à avertir. Alors avertir qui? Avertir les autres membres du groupe de 3 classes, et puis moi, surtout si c'est au début, parce qu'il y a encore des modifications qui sont possibles. Voilà, le respect des échéances est extrêmement important, puisqu'il y a un rythme à suivre, et que si on ne suit pas ce rythme, il faut absolument avertir les collègues du groupe pour se mettre d'accord pour modifier, même à la marge, le calendrier. On peut déborder un petit peu. Voilà, avertir les collègues, les responsables, et puis contacter tout le monde, surtout en cas de problème technique, l'utilisation de la plateforme par exemple. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je voulais montrer un peu la plateforme Magister. Est-ce que vous auriez des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Alors, je suis désolé, il y a une collègue, c'est Rossana, qui est arrivée pendant la présentation, donc je ne l'ai pas accueillie parce que je n'avais pas vu, j'avais le diaporama devant moi. Rossana, tu peux expliquer où est-ce que tu es et quelle classe tu as engagée? Salut. Bonjour Rossana, est-ce que tu peux nous dire dans quel établissement tu es et quelle classe tu as engagée? Et je suis à San Salvador et j'ai engagé les 4e. Donc, je travaille avec mes 4e. Et là, je suis désolée, mais je conduis et je suis avec elle dit bonjour. Oui, c'est pas bien du tout. Hein. Je ne vais pas te demander de développer plus. D'accord. Si tu veux, tu arrêtes et tu regardes l'enregistrement de la visio quand on sera en ligne. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aurait des questions avant que je montre Magister? Et Nathalie, que je n'ai pas accueillie non plus. Oui, c'est arrivé en cours de route. Donc moi, je suis à Quito avec même établissement qu'Ezequiel Espinosa. Et moi, j'ai engagé une classe de seconde. Parfait, très bien. Super. Voilà. Je vous fais une petite visite guidée de la plateforme. Alors, j'avais marqué dans le diaporama pourquoi Magister. En fait, Magister, c'est une plateforme de formation à distance qui permet de faire de la FOA, de la FOAD, formation ouverte à distance. C'est souvent utilisé pour faire des formations hybrides en France, c'est-à-dire avec des morceaux en présentiel et des morceaux à distance. C'est beaucoup utilisé dans le premier degré en France et un petit peu à l'étranger maintenant dans les 2 degrés. Et dans la zone, c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux que dans la plupart des autres zones.
Et donc, la presque totalité des gens du primaire ont un identifiant, et ceux du secondaire, il y a pas mal de gens qui ont un identifiant. Et en plus de ça, c'est une plateforme sur laquelle on a vraiment la main. Il y a d'autres modalités qui pourraient être utilisées, mais sur lesquelles on n'a pas la main. Là, on maîtrise absolument tout, et s'il y a un problème technique, on ne peut s'en prendre qu'à nous. Donc, voilà. Alors, au passage, je remercie Patrick Leborgne, qui est le référent magistère sur la zone. C'est lui qui a conçu l'espace sur lequel on va travailler et qui a vraiment fait un super travail. C'est vraiment très, très chouette. Alors, je vais vous partager mon écran à nouveau, ce qui fait que je ne vais pas vous voir pendant quelques minutes, et puis vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Magistère. Ou alors je ne vais pas le mettre en plein écran, ça je vais pouvoir le faire. Voilà, alors voilà la plateforme Magistère. Alors là, j'ai juste ouvert un navigateur, et l'adresse c'est magistère.education.fr/EFE. Si vous utilisez pas la plateforme EFE, vos identifiants ne marcheront pas. C'est la plateforme française qui ne fonctionne que pour l'éducation nationale. Nous, à l'étranger, on a une autre plateforme qui est dédiée et qui s'appelle Magistère EFE. Donc, le premier piège à éviter, c'est ces deux connexions-là qui ne fonctionnent pas. Il faut aller directement à connexion directe à Magistère. Voilà, et si vous cliquez sur connexion directe à Magistère, vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que je vous ai transmis par mail. Votre utilisateur, c'est le mail sur lequel vous avez reçu les identifiants de connexion, et le mot de passe, je vous l'ai envoyé, je crois qu'il faut le changer à la première connexion. De toute façon, il vaut mieux le changer puisque sinon, c'est le même pour tout le monde. C'est pas forcément une bonne idée que de se faire pirater son compte sur Magistère. Voilà, une fois qu'on s'est connecté, alors ça marche pas super vite par moment, ça dépend un petit peu. Vous irez dans se former, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes considérés là comme des stagiaires, puisque Magistère est une plateforme de formation, donc les utilisateurs sont considérés comme des stagiaires, c'est le nom que vous avez, c'est la dénomination que vous avez. Donc il faudra que vous alliez dans se former, et là vous accéderez au parcours qui s'appelle Resco Amlanor. Alors moi, je ne vais pas passer par là parce que je suis administrateur, donc je vais passer par former, puisque pour moi, mon rôle, c'est plutôt celui d'un formateur. Voilà, et donc vous voyez, le parcours, il s'appelle Resco Amlanor 2018-2019. Donc on clique dessus, et une fois qu'on a cliqué sur ce parcours-là, sur cette session, ça s'appelle une session en fait, voilà la session que Patrick a conçue et que moi j'ai remplie. Voilà ce que vous allez pouvoir voir. Donc à gauche, vous avez la liste des morceaux de modules de formation, mais pour nous, ce sont des groupes. Chaque classe est dans un groupe de 3 classes. Et puis, vous avez une présentation. Donc, j'ai fait quelque chose de minimaliste. Vous avez une présentation assez rapide. Et puis là, vous avez les documents. Donc, en particulier, vous aurez la liste des groupes que vous pourrez voir ici. Vous pourrez télécharger. Pour vous entraîner aux échanges, vous pouvez utiliser… alors, vous avez les mêmes documents qui sont là. La relance sera là aussi dans ressources à consulter. Et à tout moment, vous pouvez revenir à l'accueil. L'accueil, c'est la page qu'on voit ici. Je vous encourage à utiliser le groupe Bac à sable pour faire des essais. Vous faites des essais pour poster un message, pour répondre à un message. Alors, le groupe Bac à sable, pour l'instant, il est vide. Moi, je vais cliquer sur « Entrer dans l'activité ». Ça va permettre de poster un premier message, une discussion. Alors, je clique là-dessus et puis je vais pouvoir commencer une discussion. Donc, je suis au sein d'un groupe de 3 classes et alors là, j'ai un petit souci d'affichage. Voilà. Je vais dire question de ma classe, c'est-à-dire de la première S2 de Bogota. Voilà, il faut trouver des sujets des objets de messages qui soient très clairs. Et tout simplement, question en pièce jointe. Et là, je peux rajouter les pièces jointes juste par un glisser-déposer.
Donc, on va chercher des fichiers où on veut. Là, par exemple, sur mon bureau, je vais prendre un fichier et c'est du drag and drop. On vient le glisser ici. Bon, alors là, il n'en veut pas. Il me dit que la taille est trop grande. Donc, il faudra déposer des fichiers de moins de 1,5 méga, ce qui fait beaucoup si vous avez du texte. Mais si vous faites des scans, parce que vous aurez sûrement à en faire, il y a beaucoup de dessins à faire, il faudra faire des scans de qualité pas trop ambitieuse. Voilà. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Vous pouvez aussi séparer votre envoi en deux. C'est pas ultra pratique. Je vais essayer de voir si on peut réduire un petit peu, si on peut augmenter la taille des dépôts. Et là, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si vous voulez avoir des envois qui soient en temps réel, il faut que vous cochiez cette case pour que ce soit envoyé tout de suite. Sinon, vous avez un délai de 30 minutes. C'est envoyé que 30 minutes après, donc c'est pas hyper pratique. Donc, il vaut mieux cliquer sur la case pour que ce soit envoyé immédiatement. Après ça, vous touchez à rien, la période d'affichage, vous laissez tomber et puis vous cliquez sur envoyer et votre message est parti. Donc là, le message est parti et je reviens sur le forum bac à sable. Alors, alors là, je suis normalement dans le même groupe que cette personne-là et soit je veux rajouter les questions de ma classe, soit je veux répondre à ces questions-là. À vous de voir. Donc, si vous répondez à ces questions, ça va faire un petit décochement avec une suite de discussion, comme un fil de discussion, ou alors vous rajoutez une autre discussion, ça dépend si vous posez des questions ou des réponses. De toute façon, vous n'allez pas être amené à faire des centaines d'échanges, donc l'organisation visuellement parlant, ça va être assez simple. Faut pas vous inquiéter là-dessus. Voilà, et j'ai fini de faire le tour de ce qu'il y avait d'important. Voilà, je vous ai mis des documents là, que j'avais envoyés certains par mail dans les ressources à consulter, là, qui sont aussi dans l'accueil. Donc, vous avez des documents qui sont… il y en a un qui décrit de manière très, très détaillée le dispositif. Normalement, ça doit suffire à ce que tout se passe bien. Et vous avez un calendrier avec un rappel des dates clés qui sont importantes parce que vous n'êtes pas tout seul avec votre classe, vous êtes avec deux autres classes. Voilà. Je terminerai juste par une demande, c'est que tous les échanges se fassent via la plateforme, sauf par mail où vous pouvez m'écrire en cas de… quel que soit le problème que vous puissiez rencontrer, mais sinon que les échanges se fassent par la plateforme parce que c'est un lieu de mémoire pour le travail et tout ce qui ne se fait pas par la plateforme, on n'y a pas accès. Tout ce que vous pourriez faire par mail, vous pourrez envisager des échanges par mail simplement, hein, mais tout ce que vous feriez par mail n'est pas visible. Et par exemple, pour rédiger la relance, pour rédiger le bilan des mathématiques travaillées, nous, on a besoin de voir les échanges qui ont été faits dans toutes les classes. Voilà, moi j'ai terminé, donc je suis à votre écoute si vous avez des questions, si vous voulez demander des précisions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. L'idée pour les 2 premières séances, vous m'entendez? Très bien. L'idée pour les 2 premières séances, c'est que les élèves se mettent en groupe spontanément, qu'on les guide un peu, que c'est quoi le tableau? Alors, la gestion du travail de groupe, elle est laissée à la discrétion des enseignants. Pour la suite, d'ailleurs. La gestion du travail de groupe, on la laisse vraiment à la responsabilité des enseignants et on considère que c'est eux qui organisent le travail comme ils souhaitent. Malgré tout, moi, je ne peux que vous conseiller que cette première séance de résolution collaborative, ce ne soit pas la première séance de travail en groupe des élèves. Parce que faire travailler des élèves en groupe, ça demande un petit peu d'habitude, autant de la part du professeur que des élèves d'ailleurs. Donc, il vaut mieux qu'il y ait eu au moins une, mais l'idéal, c'est plusieurs séances où les élèves ont travaillé en groupe. Ça permet un petit peu de mesurer et de voir si on laisse les élèves se mettre ensemble par affinité, le risque qu'on a, c'est qu'on ait des groupes d'élèves qui ne travaillent absolument pas. Alors, en début d'année, on n'a pas trop le choix. En général, en début d'année, on laisse parfois les élèves se mettre un petit peu comme ils veulent. Mais quand on les connaît, il y a peut-être des groupes à éviter. Et là, on est au milieu, enfin,
second trimestre, peut-être que c'est un conseil à donner, ce serait voilà, de laisser peut-être les élèves se mettre par affinité, mais que les affinités, on peut gérer un petit peu et que la composition des groupes, faut que les groupes fonctionnent, quoi. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est un petit peu délicat de changer les groupes, même si c'est pas infaisable, hein. Les 2 premières séances sont un petit peu indépendantes, hein. Ok, merci. Autre question éventuellement? Non? Non, moi, ça me paraît clair. Alors, s'il y a des choses qui vous reviennent, bah, vous n'hésitez pas, vous me renvoyez un mail et puis je ferai réponse à tous pour ajouter. Mais sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est bon? Oui, merci. C'est bien. Bon, parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup clair. de votre présence. Merci aussi de votre engagement dans cette expérience. J'espère que ça fonctionnera bien. J'espère que vous n'aurez pas de problème technique. C'est important de tester votre connexion à Magister avant le départ. J'ai oublié de dire quelque chose, c'est que le calendrier que j'ai décrit est commun à tous, sauf pour le Panama, qui fait la première séance cette semaine, mais ça pose aucun problème puisqu'ils vont poster en fin de cette semaine et toutes les autres classes vont poster à la fin de la semaine suivante, ça pose pas de problème. Et il y a une classe de Assumption qui va être en décalage, mais là je vais gérer ça avec le groupe dans lequel cette classe se trouve, parce que eux ils ne reprennent que le 21, ils sont sur un rythme hybride nord-sud qui est un peu compliqué. Voilà, donc je vous remercie encore de votre présence, de votre engagement et puis de votre attention ce soir. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour des communications par mail ou par la plateforme. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. À bientôt. Ok. Ciao. Ciao.